Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui dans ce cadre idyllique, il faut l'avouer. Aujourd'hui, donc j'ai à ma droite Nassim Vahabi, qui est écrivaine. Elle nous racontera un petit peu aussi son parcours d'écrivain en Iran et hors d'Iran. Elle est également éditrice. Enfin, elle travaille dans l'édition, tu expliqueras. À ma gauche, vous avez Tinouche Nazmjou, même pour moi c'est difficile à dire, qui est libraire, une grande carrière aussi de metteur en scène, d'éditeur de livres en persan, qui va nous raconter un peu aussi ce que c'est d'éditer des livres dans un pays marqué par la censure. Donc moi-même je suis Hamda Mossafavi, je travaille à l'Express. Je suis journaliste depuis 20 ans et je travaille beaucoup sur l'Iran et notamment sur la littérature iranienne, des écrivains qui sont traduits en France et aussi des écrivains qui sont en exil en France. Donc voilà, avec une passion pour la littérature. Et aujourd'hui, nous, on a décidé de vous parler de la liberté de création en Iran et hors d'Iran. C'est vrai que ce mouvement... et tout ça à la lumière du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ce mouvement qui, vous le savez, a été lancé suite à la mort de Mahsa Amini en septembre, a aussi libéré d'une certaine manière les vannes d'une certaine création artistique qui, dans l'histoire constitutive de l'Iran, a toujours été marquée par la censure. C'est dans une autre table ronde l'écrivain Javad Javaheri qui nous disait... tout le système de pensée en Iran, toute la littérature, toute la création a toujours été faite autour de cette censure, et de là sont nés de multiples chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, on s'interroge sur ce que cette censure fait dans l'esprit des auteurs, des artistes, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas. Est-ce que depuis le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, ça a changé? Est-ce qu'il y a plus d'effervescence artistique aujourd'hui parce que ça fait aussi partie d'une révolution culturelle qui est en train de se produire en Iran. Voilà un peu les aspects que on compte aborder. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, juste un petit mot pour dire où on en est aujourd'hui en Iran. Moi, je sais qu'en dans mon travail de journaliste, beaucoup de gens me demandent, mais alors c'est fini l'Iran? Il se passe plus rien, et justement il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup d'actes qui sont des actes de désobéissance civile. Ça va être un graffiti sur un mur, ça va être une femme qui chante dans un marché, ça va être des jeunes filles qui se dévoilent, des jeunes qui se retrouvent le soir, et ça, ce sont beaucoup d'actes de courage quotidien auxquels je tiens à ce qu'on rende hommage aujourd'hui, et c'est dans cette liberté aussi culturelle, dans cette façon de penser. C'est comme si aussi il y avait eu de libération de la pensée, de la réappropriation de la culture qui est très importante pour les Iraniens en Iran et hors d'Iran. Aujourd'hui, on parlera aussi de la façon dont, pour nous, les Iraniens en exil ou les Iraniens de la diaspora, comment ce mouvement a aussi libéré d'une certaine manière cette liberté de penser. Voilà pour l'introduction. Peut-être que Nassim, tu peux commencer par un peu nous expliquer justement les règles du jeu pour un auteur en Iran. Qu'est-ce que c'est d'être un auteur sur place? Qu'est-ce que ça a été avant, et peut-être un peu la situation des auteurs aujourd'hui? Ah, ça marche. Non, je suis pas sûre. Ça marche pas? Vous m'entendez? Oui. Bonjour et merci d'être là. Pour tous qui ont travaillé ou qui continuent à travailler, d'écrire dans un pays sous un régime autoritaire, totalitaire, ils savent bien qu'il faut respecter certaines règles du jeu. Par exemple, pour un livre, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas l'éditeur qui a le dernier mot. 80% de travail, c'est comme ici. Ça veut dire qu'il faut avoir un manuscrit bien écrit, présentable, vous envoyez à l'éditeur. Si c'est un éditeur professionnel, il fait un vrai travail éditorial.
il y a 2 ou 3 épreuves. Quand vous arrivez à l'état de bon à tirer pour que le texte soit envoyé vers l'imprimerie, il ne va pas partir vers l'imprimerie. Il va partir vers un bureau des censeurs, qui ne s'appelle pas le bureau des censeurs, c'est le bureau des révisions ou quelque chose comme ça. Et c'est là où le destin de livre soit décidé par les censeurs. Il y a 3 ou 4 cas de figure. Ce qui est très rare, c'est qu'ils disent « OK, il peut être imprimé ». C'est très rare, mais ça arrive surtout pour les écrivains du système. Mais il y a vraiment 3 cas de figure très, très importants et évidents. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'un écrivain du système par rapport à un écrivain hors système ? Je le dirai. Écrivain de système, c'est, enfin, en 2 mots, c'est le contenu des livres d'un écrivain de système, c'est dans le sens de ce que le régime souhaite. La propagande et éloge de la situation, la guerre et tout ça, tout ce qui est pas vraiment la réalité. Donc les 3 cas de figure qui se présentent sont ou bien il propose une liste des mots et termes à changer. Ce sont les mots vraiment à éviter. C'est le mot censure et censuré, le vin, le sexe, il y a plein d'autres mots qui sont vraiment à éviter. Donc il vous donne une liste et c'est à l'auteur de vérifier, modifier, trouver un synonyme ou une métaphore pour que ça passe. Heureusement, les figures de style sont là pour que les auteurs puissent trouver des échappatoires. Et dans ce cas, le texte sera validé, sera envoyé à l'imprimerie et ainsi de suite. Il y a 2 autres cas de figure. Ou bien il demande de changer un paragraphe, supprimer un personnage ou tout un chapitre, ce qui est souvent impossible pour un auteur d'enlever un personnage de son roman. Donc c'est l'auteur qui bloque la publication de son livre à lui, parce que c'est une trahison vis-à-vis de son texte. Ou bien ils disent un non catégorique, ou même ils disent rien du tout. Dans ce cas, c'est un silence total, ça veut dire que c'est non. Donc, je vous propose pour l'instant d'oublier ces 2 cas de figure qui sont des frustrations très profondes pour les auteurs, de voir que leur texte est bloqué, confisqué, emprisonné. Et je peux vous rassurer qu'il y a vraiment tous les auteurs confirmés et même demi-confirmés qui ont écrit ou qui continuent à écrire en Iran, qui ont au moins un texte bloqué, confisqué, emprisonné dans leurs archives. Mais ce qui est intéressant et important, et je propose qu'on parle plutôt aujourd'hui sur ça, c'est les livres qui sortent sous les contraintes du premier cas de figure. Ça veut dire les livres dont les auteurs ont pourtant accepté d'enlever certains mots, changer quelques termes pour que le livre soit publié. Il y a un vrai débat. Certains disent qu'il faut vraiment boycotter et il ne faut pas jouer le jeu. S'ils disent qu'il faut supprimer ce terme-là, il ne faut pas que l'auteur accepte et éviter que son livre soit publié sous ces situations. Il y a certains d'autres qui disent si on refuse, on a joué leur jeu et on est allé dans le sens que le régime souhaite. Parce que ce qu'il souhaite, c'est de faire taire les écrivains, les artistes, les poètes. Et quand je dis faire taire, c'est vraiment au sens large. Il tue. La censure tue. Il tue les auteurs, les poètes, il contribue à les assassiner. Et dans un autre sens, faire taire dans le sens qu'ils vont isoler, ils vont frustrer, intimider, menacer les auteurs pour qu'ils cèdent, pour qu'ils tombent dans l'isolement, dans la dépression, dans la frustration très profonde et qu'ils n'écrivent plus du tout. Et ça, c'est un grand risque parce que si aucun auteur n'écrive et si tout le monde refuse de se faire publier, même en supprimant un mot ou en remplaçant certains termes, on tombe
on est piégé dans un désert culturel et c'est exactement ce que le régime souhaite. Donc c'est là où on peut dire qu'écrire, c'est la résistance. Donc l'écriture en Iran ou à l'extérieur, même en s'exprimant en une autre langue ou en persan, sauf hérédité par les éditeurs en diaspora, c'est une sorte de résistance parce que c'est un non à jouer le jeu du silence, ce qui souhaite le régime. Donc juste je termine sur... J'ouvre une parenthèse, c'est que pendant ces 43 dernières années, il y a 4 grandes vagues d'émigration dans les années 80, 90, 2000, et ça continue. Et dans chaque vague d'émigration, il y avait des auteurs, des journalistes, des éditeurs qui ont quitté le pays. Et il y avait ceux qui ont devenu l'auteur, écrivain et journaliste. Et petit à petit, ils ont formé une diaspora cultivée, large et de plus en plus active. Et ce qui est la caractéristique très intéressante et originale de la littérature iranienne, je dis iranienne et pas persane parce que c'est pas uniquement en langue persane, c'est la langue, c'est la culture persanophone qui s'exprime pas forcément en persan. Donc dans cette littérature, il y a 2 lignes parallèles qui se sont formées, qui se continuent et qui est incroyable. Et c'est la littérature, la production du pays et la production à l'extérieur du pays. Et ces 2 lignes parallèles s'avancent en même temps et nous avons vraiment un corpus très élargi, très varié et très intéressant parce qu'on dirait que c'est une partition à 4 mains. C'est une douette qui est en train d'écrire la littérature contemporaine de l'Iran dans l'intérieur et l'extérieur et qui fait partie de la résistance culturelle des Iraniens. Donc là, je passe peut-être le flambeau à Tinouche qui peut parler de la diaspora et par exemple édition en diaspora. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vais peut-être, avant de commencer à parler de la diaspora et des éditions à l'extérieur, justement parler également de l'expérience de l'Iran, de la censure et de ce que tu as dit par rapport au fait qu'il faut écrire malgré tout et qu'il faut résister, parce qu'effectivement le régime n'attend que ça, n'attend que de provoquer en fait un désert culturel. Mais c'est vrai que de toute façon c'est un système à double sens, c'est-à-dire que la censure qu'on subit en Iran ou dans d'autres pays où il y a la dictature est faite aussi pour habituer les gens à la censure et pour les pousser aussi à l'autocensure. Et l'exemple que je peux vous donner, puisque bon, moi j'ai créé une maison d'édition effectivement en 2012 en France, après avoir travaillé en tant que metteur en scène et éditeur en Iran. Je pense d'ailleurs que dans les éditeurs en fait de la diaspora dont tu parles, c'est-à-dire les éditeurs effectivement qui travaillent à l'extérieur de l'Iran et qui publient, donc notre travail c'est de publier en fait tous les livres qui vont dans ce bureau de censure et qui ne peuvent pas ressortir, quoi. C'est-à-dire qui sont tous les manuscrits qui sont censurés, nous on les publie dans des pays où on peut sans la censure les publier, et après effectivement grâce en fait aux livres électroniques, etc., on peut les renvoyer en Iran. Ce qui fait que finalement avec le travail des éditeurs, disons à l'extérieur du pays, la censure est quasiment devenue nulle, c'est-à-dire que elle a plus de sens, puisque n'importe qui a un bon manuscrit peut effectivement nous envoyer son manuscrit, nous on le publie en papier à l'extérieur du pays. Alors il faut savoir aussi que en ce qui concerne les livres à l'intérieur du pays, il y a en fait un marché noir de livres censurés, c'est-à-dire ils attendent que nous on publie les livres et tout de suite après en fait ils viennent acheter un exemplaire ou tout simplement ils achètent en fait la version électronique, ils le republient en
Iran. Et nous, en général, 2 semaines après, les livres qu'on publie, les livres importants en tout cas, 2 semaines après, on les voit sur les rues de l'avenue de la Révolution à Téhéran, qui sont en train d'être vendus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai cette expérience. Je pense être le seul éditeur, en fait, qui a fait du travail d'édition en Iran et qui l'a continué à l'extérieur. La plupart des autres éditeurs iraniens sont des éditeurs, en fait, qui étaient plutôt politiques, en fait. C'était plutôt des activistes politiques qui sont venus et qui ont continué le combat dans la partie culturelle. Donc, de cette expérience-là, et puisqu'on est à Avignon, puisqu'on est dans un festival, le plus grand festival de théâtre qui existe, justement, moi, je peux donner mon expérience également de la scène et du spectacle vivant en ce qui concerne la censure, puisque c'est là, en fait, finalement, qu'on voit la censure vraiment à l'œuvre. C'est-à-dire que le travail que fait, en fait, si vous voulez, un écrivain ou le travail que fait un cinéaste, c'est plus dans des chambres fermées, dans des endroits où il n'y a pas de spectateurs, où il n'y a pas tellement de témoins, peut-être véritablement. Alors que dans le théâtre, on voit la censure à l'œuvre. C'est-à-dire que moi, la première fois en l'an 2000, quand je suis rentré en Iran, je suis retourné en Iran et que j'ai commencé à travailler au théâtre de la ville, je voyais effectivement, je participais aux répétitions où je voyais le metteur en scène en train de censurer son acteur au moment même où ils étaient en train de répéter. L'acteur en train de s'auto-censurer même. On voyait que quand il y avait par exemple une femme et un homme, une actrice et un acteur, au moment où ils s'asseyaient eux-mêmes, ils mettaient à peu près leurs doigts ici comme ça pour respecter le truc. Et très très souvent, en fait, on voyait finalement qu'ils allaient beaucoup plus loin que la censure qui aurait pu être exercée sur eux. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses finalement qui auraient pu passer s'ils avaient osé le faire et qu'ils n'osaient pas le faire justement pour pas avoir de problème, parce que là, pour le coup, c'est une compagnie de théâtre qui a travaillé pendant 9 mois, qui a fait des répétitions incroyables et qui va passer 2 jours plus tard devant un parterre de censeurs, à peu près 6-7 personnes, et les mecs, ils peuvent leur dire, les amis, vous n'allez pas pouvoir jouer cette pièce-là, vous avez travaillé 9 mois, tant pis pour vous, hein, ça sera pour une autre fois. Il fallait être plus sage, il fallait écouter plus les règles de la censure iranienne. Et donc voilà, on voyait cette peur-là, c'est-à-dire cette peur-là, vous le voyez chez le metteur en scène, vous le voyez chez l'acteur, et c'est là aussi que vous vous apercevez que finalement, le travail de la censure, qui est plus, à mon avis, vraiment un travail de la création de la peur, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre une pression sur vous pour que petit à petit, ce soit vous-même, finalement, qui vous auto-censurez. Ce soit vous-même qui dans l'esprit, vous vous dites, bon, ça, je ne vais pas le faire. Ça a trop de coûts. C'est très important dans la censure, hein, parce que c'est ça l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui coûte cher, finalement. Qu'est-ce qui va, dans l'acte qu'on va faire, coûte cher. Est-ce que ça vaut le coup, finalement, de faire cette scène-là, si on est censuré? Est-ce que ça vaut... Et d'ailleurs, c'est aussi l'argument, qui est très intéressant, l'argument des censeurs. C'est-à-dire, au théâtre, les censeurs qu'on avait, c'était pas forcément des méchants, hein, qui venaient nous dire, la loi islamique nous dit ça, etc. Le Coran vous dit ça. Pas du tout. C'était des gens comme nous, en fait. C'était des metteurs en scène comme nous, qui étaient engagés par l'État, et qui venaient et qui disaient, mais mon ami, tu sais, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est génial, la mise en scène que tu as faite. Cette scène est formidable. Mais le problème, tu vois, c'est que si je laisse passer cette scène, demain, ils vont fermer le théâtre de la ville. Il y a des gens qui vont venir se plaindre. Ils vont fermer le théâtre de la ville. Est-ce que tu veux que pour une scène, est-ce que tu veux que pour un dialogue, tout le théâtre soit fermé? C'était ça, en fait, la pression. Et la plupart des gens disaient, non, pour cette scène-là, on ne va pas fermer le théâtre. Et donc, en fait, la résistance, c'était justement de dire, oui, si le théâtre doit être fermé pour une scène, ou pour même une phrase, ou même pour un mot, qu'il soit fermé. Qu'il soit fermé. Voilà. J'avais interviewé récemment une écrivaine qui s'appelle Alié Ataïé, qui a écrit un très, très joli roman qui s'appelle La frontière des oubliés. Et elle me disait, ils n'ont pas vraiment besoin maintenant de me censurer. À chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, c'est comme s'ils étaient avec moi dans la pièce. Même aujourd'hui en exil, parce que c'est tellement intégré que c'est très difficile de se créer un système de pensée en fait qui n'intègre pas ça. Donc oui, toi, d'une certaine manière, tu dis qu'il faut parfois aller au bout de la démarche et accepter de ne pas jouer pour ne pas
participer. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis là, c'est vraiment l'expérience qu'on a au jour le jour, nous les éditeurs. Parce que là, pour le coup, en plus d'être éditeur, on est un peu psychanalyste, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve face à des écrivains qui ont vécu toute une vie de censure et qui aujourd'hui veulent écrire sans la censure. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a pas le couperet derrière. Mais le problème, c'est qu'on lit le texte ensemble, on regarde, on en parle et on voit qu'il y a de l'autocensure ici. Et ben après, on en parle. Et c'est vraiment un travail de l'inconscient, quoi. C'est-à-dire, ça vient vraiment d'un profondeur. Il dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que dans cette scène, je suis pas allé plus loin? Pourquoi est-ce que j'ai pas écrit ce que je voulais vraiment écrire? J'ai eu peur. C'est-à-dire, le censeur, il est vraiment dans la tête. C'est vraiment l'histoire de, ça a été mis à l'intérieur, la graine qui a été mise à l'intérieur et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, effectivement, après, pour pouvoir, et est-ce que là, depuis que le mouvement a été lancé, tu as été contacté peut-être par des auteurs qui osent plus de choses, qui inspirés par tout ce qui se passe dans la rue, ont eu envie de créer d'autres œuvres différentes de ce qu'ils ont fait avant? Pas particulièrement forcément, c'est-à-dire c'est pas vraiment forcément Femme Vie Liberté qui a rendu ça, mais de toute façon moi depuis 15 ans que je travaille vraiment sur le fait de publier des textes de gens qui veulent pas s'autocensurer ou qui veulent pas être censurés, je m'aperçois qu'effectivement il y a 15 ans, on avait même souvent des grands écrivains ou même des écrivains qui voulaient commencer à travailler, etc., qui avaient peur de nous confier leur manuscrit, qui disaient, oui, je sais que de toute façon ce manuscrit-là n'aura jamais l'autorisation d'être publié en Iran, mais tu sais, je vais pas vous le confier parce que si je le confie, le prochain livre, même s'il y a rien dedans, ben je vais être quand même, mon nom sera censuré. Et ben cette peur-là, finalement, depuis 10 ans, on voit qu'elle est tombée, quoi. C'est-à-dire, et c'est ça aussi qui a mené. C'est pas pour rien. Femme Vie Liberté ne vient pas de rien. C'est qu'il y a vraiment un travail d'une dizaine d'années par justement les gens qui travaillent dans la partie culturelle, par les gens qui essaient justement d'enlever cette censure-là petit à petit. Et la peur retombe. Et on s'en aperçoit depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai plein d'écrivains, il y a 10 ans, 15 ans, avec qui je parlais, qui avaient peur de me confier leur manuscrit, parce qu'ils disaient, wow, si je confie le manuscrit à votre maison d'édition, en Iran, je serai censuré. Et aujourd'hui, ils ont plus peur. Aujourd'hui, moi, ce matin, dans le train, quand j'arrivais, j'ai reçu un texto, en fait, un WhatsApp d'une femme écrivain qui est Baha'i, qui a écrit donc un livre magnifique qui s'appelle Le train des mercredis et qui parle en fait de la vie de sa famille. Vous savez, les Baha'i, en fait, c'est une minorité religieuse en Iran qui a été persécutée depuis un siècle au moins par le pouvoir, aussi bien par le pouvoir royaux en fait que par le pouvoir religieux, et donc elle m'écrivait que depuis qu'on a publié son livre, on a publié son livre il y a à peu près 1 mois et demi, le livre nous a déjà échappé, c'est-à-dire il est déjà en vente en fait dans les rues l'avenue de la Révolution à Téhéran et d'autres villes, et on a appelé sa mère pour la menacer, pour lui dire attention, on est en train de surveiller ta fille, on a vu ce qu'elle était en train de faire, etc. Et elle avait peur. Elle m'écrivait en me disant mais est-ce que tu crois que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, etc. Donc voilà. Donc on a toujours cette pression. La pression continue. Elle est vraiment là au jour le jour. Mais voilà. Donc moi je les rassurais en disant ils vont rien te faire, etc. Ne t'inquiète pas. De toute façon, ils font ça pour justement créer la peur. Et ben ils osent quand même maintenant. C'est-à-dire les écrivains, ils osent quand même maintenant de franchir le pas. Et je crois que c'est le plus important. Tu veux réagir, Nassim? C'est peut-être par rapport à cette peur. Je crois que depuis le mois de septembre, il y a vraiment le mur. On a beaucoup entendu cette phrase. Le mur de la peur s'effondrer. Évidemment, tout ce qui est arrivé depuis le mois de septembre, c'est pas surgi comme ça. J'utilise toujours cette métaphore de course de relais. C'est vraiment un travail de long terme, d'une émeute après l'autre, des soulèvements après l'autre qui s'ajoutent et se cumulent et arrivent à ce grand soulèvement, vraiment la révolution en marche. Et la peur est disparue. Et ce que je voulais dire, je veux revenir vers ce de lignes parallèles parce qu'à moi, à mon avis, c'est très important. La résistance qui existait depuis 43 ans en Iran, et maintenant c'est encore renforcé,
a rencontré quelque chose de très important et marquant, et c'est l'accompagnement de la diaspora. La diaspora iranienne était toujours très dispersée, éparpillée. Il n'y a pas vraiment la notion de la communauté des Iraniennes, des Iraniens, communauté iranienne. Mais après le soulèvement, on a vu une solidarité inédite. Et c'est là où on voit que maintenant, il y a deux lignes parallèles de résistance. Résistance à l'intérieur et la résistance à l'extérieur. Et c'est ça qui renforce cette révolution, quoi, à mes yeux, et je ne suis pas la seule, cette révolution qui est très culturelle. C'est une révolution culturelle avant tout, parce que ça a commencé, une révolution qui a commencé par des gestes folkloriques, mythiques et même éthiques, qui sont très, on a tous vu les différents gestes par les médias, et aussi par les citations poétiques, par les vers, par les chansons. Et petit à petit, on voit que de plus en plus, il y a la culture qui accompagne cette révolution. Donc, ce qui est marquant, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire. C'est pour ça que je réfléchis en même temps pour trouver la ligne. Mais je voulais, voilà, peut-être ça revient, mais je voulais dire que voilà, c'est deux lignes parallèles, la diaspora, la résistance à l'extérieur et à l'intérieur. Et on est là aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de cette résistance. Ça veut dire les Iraniens en Iran qui nous ont envoyé tout ce que vous voyez en tant que matériel, ceux qui sont à l'extérieur, avec les amis francophones, et je tiens vraiment à vous remercier pour Français francophones qui nous ont accompagnés et donné cette possibilité de continuer à parler cette révolution en marche. Donc tout ça, c'est vraiment un travail inédit que depuis ces 43 ans, c'était petit à petit fait, et maintenant ça arrive à une forme de résultat. Ça veut dire une solidarité inédite pour voilà, pour insister de l'idée. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me concentrer, mais il faut croire en ce mouvement et à cette révolution. C'est plutôt ça. Je pense, pour compléter ce que tu veux dire, c'est que cette révolution, peut-être par rapport à d'autres mouvements qui ont traversé l'Iran ces dernières années, c'est vrai qu'elle a généré une plus grande unité en Iran et hors d'Iran, parce que ce qu'on a vu aussi par exemple avec les différentes minorités, les Kurdes, les Balouches, il y avait plus ce côté, au-delà des revendications politiques, économiques, on est sur une revendication de changement sociétal profond, culturel, qui se trouvait en écho en Iran et hors d'Iran. C'est l'écrivaine Negar Javadi qui elle me disait récemment: la société a récupéré sa langue, sa culture. Pour la première fois, il y a une unité qui est au-delà des intérêts et des combats personnels. Et c'est ça qui est culturel. C'est ça qui est très important à insister, parce que quand je parle de deux lignes de la littérature iranienne qui continue, ces deux lignes, c'est vraiment dans tous les sens et dans tous les différents domaines. En musique, c'est pareil, au cinéma, c'est pareil, en théâtre, c'est pareil. Donc, c'est ça que vraiment les racines culturelles de ce mouvement est très important à faire attention, à souligner. Tu veux nous parler un petit peu de ton salon du livre non censuré, ou réagir à ce qu'a dit Nassim ? Oui, juste une petite réaction. Je pense effectivement, c'est une analyse exacte. Mais moi, je pense, puisque je l'ai vécu, moi j'ai vécu la moitié de ma vie en Iran et vraiment l'autre moitié en France, et très très tôt en fait finalement, où à l'âge de 20 et quelques années, où je suis rentré en Iran et que j'ai vu la situation en Iran effectivement, et en tant que metteur en scène de théâtre qui avait monté ses pièces en France et qui comprenait pas ce que c'était que la censure, j'avais vraiment une distance par rapport à mes amis qui étaient en Iran, enfin aux metteurs en scène qui étaient en Iran, qui étaient de ma génération, et qui pour eux en fait finalement c'était normal, la censure. C'était pas quelque chose, ils avaient vécu avec ça, ils avaient grandi avec ça. Et je me rappelle
que la première année en 2000, quand je suis rentré en Iran et que j'ai dit à mes amis, à mon avis, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de monter une pièce comme Rhinocéros ou Les Sorcières de Salem, etc. J'ai entendu après derrière mon dos qu'on disait mais ces Iraniens qui ont vécu en France, etc., ils sont trop politiques, ils sont beaucoup trop politiques. Donc voilà, il y avait quand même toujours cet esprit-là. Mais je pense que franchement, la diaspora, c'est vrai que la diaspora iranienne n'est pas comme d'autres diasporas qui sont très très unies, etc. Mais la diaspora, la plupart du temps, durant toutes ces années, en fait, quand on voit la sociologie, a été faite par des gens qui étaient justement contre le régime et qui étaient sortis en fait. Alors il y en a qui étaient déçus effectivement et qui voulaient plus entendre parler de combat, etc. Mais il y en avait beaucoup quand même qui dès le premier jour avaient compris que finalement on pouvait pas s'entendre avec ce régime et avaient compris qu'il fallait mettre un terme en fait à ce régime. Et finalement aujourd'hui, 40 ans après, 30 ans après, 20 ans après, à chaque génération qui passe, aujourd'hui finalement, disons, les gens qui sont à l'intérieur, les Iraniens qui étaient à l'intérieur, sont arrivés à la conclusion que la diaspora avait déjà vécu par l'expérience qu'elle avait finalement, par la persécution qu'elle avait finalement en Iran, qu'il fallait plus de ce régime. Moi, je me souviens très bien qu'il y a une dizaine d'années, quand vous parliez avec les gens qui étaient à l'intérieur du pays, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, la question n'était pas du tout de mettre fin au régime. La question, c'était de faire des réformes. La question, c'était de changer les choses par les urnes. Vous voyez, la question, c'était ce genre de choses. Alors que nous, on disait, ça, on peut pas changer les choses par les urnes. Qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on peut pas le faire. Et ben aujourd'hui, on est arrivé à cette conclusion-là, même à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus des deux côtés. Et à mon avis, pourquoi est-ce qu'il y a un consensus des deux côtés? Surtout, je parle de l'intérieur de l'Iran. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle génération. Et que cette nouvelle génération-là, elle n'a pas vécu ce que nous, peut-être, on a vécu quand on était tout petit en Iran, ceux qui ont continué à faire leurs études en Iran. Moi, je suis sorti quand j'avais 11 ans, donc c'est pour ça que ça m'a un peu changé l'esprit. Mais en Iran, en fait, voilà, vous avez vécu dès votre premier âge. Nous à l'école primaire, on n'entrait pas directement en classe. On allait, c'était au tout début de la guerre, on allait dans la cour de récréation et pendant 1h30, on avait nos profs qui étaient en face de nous et qui nous apprenaient à dire « à mort les États-Unis, à mort l'URSS, à mort la France, à mort la Grande-Bretagne ». C'est comme ça qu'on a grandi. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, dans nos familles, on avait des parents qui nous disaient autre chose, qui nous parlaient d'autre chose. Bien sûr, on avait cet esprit-là où la vie à l'intérieur et la vie à l'extérieur était différente. Mais finalement, voilà, l'école vous forme, l'école vous apprend plein de choses. Et finalement, disons, nous qui étions là en tout début de la Révolution, on était des tout petits enfants, on s'attendait pas à tout ça, on était surpris. Les générations d'après, celle qui est venue, qui aujourd'hui a 15 ans, 16 ans, elle a passé tout ça derrière, elle connaît l'expérience des parents. Elle est beaucoup plus connectée au monde, effectivement. Il y a ce côté avec les réseaux sociaux. Et donc, eux, ils savent très bien que c'est plus la peine, qu'on peut plus avancer. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce côté conservateur, ce côté un peu de peur en fait, qu'on avait, nous, durant toutes ces années-là. Et ils osent finalement venir affronter le peuple. D'ailleurs, quand vous voyez le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on va pas se mentir, les gens que vous voyez dans la rue, même aujourd'hui, là, je vais te montrer des images, on était en train de regarder, parce tu parlais, est-ce que le mouvement a été fini, a été terminé ou pas terminé? Pour moi, le mouvement, il ne fait que commencer. Pour moi, la vraie révolution, ce sont les images qu'aujourd'hui vous voyez sur les réseaux sociaux, où les jeunes filles, elles osent marcher dans la rue sans leur voile. C'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, on parlait avec des amis, on se disait, disons que même si la République islamique met une loi en disant que demain, c'est bon, vous êtes libres, vous pouvez venir sans voile. Les filles, celles qui veulent peuvent venir sans le voile. Il y a combien de pourcentage qui va sortir sans le voile? Il n'y avait personne qui disait plus de 10%. Personne. Et aujourd'hui, à Téhéran, en tout cas, dans les grandes villes, il y a près de 60-70% qui osent venir dans la rue marcher avec les cheveux au vent alors que c'est interdit, alors qu'à chaque moment ils peuvent se faire arrêter, alors que tout le mouvement a commencé parce qu'une fille est morte à cause de du voile qu'elle avait un peu mis un peu de travers. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté ce côté révolutionnaire, ce côté où on se dit on est proche de la fin et ça les rapproche de la culture, effectivement, de la diaspora, qui pendant toutes ces années-là martelait le fait que voilà, il fallait une fin. C'est-à-dire que le mur entre
la culture à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays est finalement cassée. Et effectivement, on voit une espèce de solidarité incroyable qui, à mon avis, finira de toute façon par faire écrouler le mur de la dictature. Waouh. Un mot justement de la situation des écrivains et des artistes peut-être en général aujourd'hui, là depuis que le mouvement a commencé, on a vu beaucoup de cas, je prends un instant pour rappeler le cas des journalistes emprisonnés, les 2 journalistes justement qui ont sorti les informations sur la mort de Mahsa Amini, qui sont toujours emprisonnés et sous le coup de sanctions très graves. On a aussi eu quelque chose de plus insidieux peut-être, qui est que beaucoup d'écrivains aujourd'hui, et peut-être c'est le cas aussi sûrement des metteurs en scène et des cinéastes, ne veulent plus justement travailler avec le régime, ne veulent plus se mettre dans les lignes rouges officielles, et du coup se retrouvent dans des situations économiques aussi très difficiles et sans possibilité de sortir du pays, parce qu'il y a aussi beaucoup de restrictions pour voyager. Il y a en ce moment par exemple un intérêt quand même assez important pour la littérature iranienne, mais moi beaucoup me disent que ils ont des restrictions pour voyager, pour pouvoir sortir d'Iran, donc en fait c'est sur d'autres formes en fait de mainmise qui sont à la fois les difficultés économiques et les restrictions de mouvement, de liberté de parole. Il y a aussi une écrivaine là, qui a été traduite récemment en France, qui disait qu'elle n'avait plus la possibilité en fait même de s'exprimer, même par la voix de son éditrice ou autre chose. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur cette façon aussi qui permet de contenir la voix des artistes. Je tiens à préciser que depuis le début du soulèvement, il y a plus de 18 000 arrestations et détentions des étudiants, des intellectuels, des gens normaux, des jeunes, et 40 écrivains et poètes ont été détenus. Maintenant, la moitié sont libérés, mais c'est vraiment une liberté, c'est juste un mot, parce qu'ils n'ont pas autorisé de travailler, ils n'ont pas l'autorisation de quitter le pays, ils n'ont pas l'autorisation de faire intervention, même via Zoom. Donc maintenant, c'est vraiment une sorte de combat sans gants. Les 2 côtés, maintenant, sont très directs. La résistance, je répète ce mot parce qu'à mon avis, c'est très important de souligner on est dans une phase de résistance ultime. Donc voilà, les 2 camps maintenant, ils sont très clairement en train de définir leurs limites. Les écrivains qui peuvent pas, qui veulent pas écrire, parce que maintenant les bureaux de censure c'est complètement kafkaïen. Maintenant ils refusent toute la publication, et voilà, la moitié des écrivains qui sont toujours détenus, ils continuent à écrire et ils envoient leurs écrits via WhatsApp à l'extérieur de prison. Il y a par exemple les lettres de Nasrin Sotoudeh, l'avocate qui a été condamnée à 33 ans de prison, qui est sortie, qui est publiée par justement un éditeur en diaspora et qui sera bientôt publié, traduit en français. Donc voilà, l'écriture persiste, existe, ça dépasse les frontières, mais la situation est très, très, très grave pour tout le monde, et évidemment pour les artistes et écrivains, c'est encore plus insupportable. Oui, donc je vais répondre quand même à ta question, puisque tu avais posé la question. Effectivement, alors pour le travail des éditeurs à l'extérieur du pays, ça a toujours existé, hein, même avant la Révolution, ça existait, puisque la censure n'est pas venue en Iran avec la Révolution. On avait déjà une censure avant la Révolution, et finalement des pays comme la France, comme l'Allemagne, ça a toujours été en fait des pays où les intellectuels se sont réfugiés pour pouvoir publier des journaux, des magazines, des livres, et après qui ont circulé et qui sont devenus en fait des ouvrages très importants dans l'histoire du pays. D'ailleurs, encore parce que je suis à Avignon, je refais une petite référence sur la censure et sur le théâtre. J'ai traduit en fait un auteur franco-roumain qui est
qui est assez connu à Avignon parce qu'il est souvent joué, qui s'appelle Matei Visniec, et qui a connu en fait Matei la censure effectivement à l'époque de Ceausescu en Roumanie. Et il me racontait à propos de la censure, parce qu'on l'avait amené en fait, on l'avait invité en Iran pour qu'il parle de la censure de l'époque de Ceausescu. On parlait de ça dans les universités, etc. Et c'était très marrant parce qu'au bout d'un moment, en fait, les étudiants ne prenaient plus de gants et ils disaient bon, vous avez pu détourner la censure de Ceausescu. Expliquez-nous comment on doit faire maintenant aujourd'hui. Donc c'était quand même assez cocasse. Et c'était très intéressant parce qu'il disait quelque chose de très très vrai. Il disait l'expérience qu'ils avaient en fait finalement des années plus tard sur le théâtre, l'écriture théâtrale, etc. Il disait, tu vois, les pièces par exemple de théâtre ou les romans qui avaient été publiés à l'époque en fait où il y avait la censure, où on se disait c'est des grandes œuvres, ils ont réussi quand même à détourner la censure et on pensait que finalement c'était des chefs-d'œuvre. Et ben aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, quand on les relit, on s'aperçoit que non, finalement, la censure a bien enlaidi le visage, en fait, de ça. Ça n'a pas résisté au temps. Et les vrais manuscrits, en fait, les vrais chefs-d'œuvre littéraires qui sont sortis, c'était ceux qui étaient restés dans les armoires. C'était ceux qui étaient restés dans les tiroirs et qui n'étaient pas sortis de l'époque. En tout cas, c'était l'expérience roumaine que lui, il avait et qu'aujourd'hui, on redécouvre, effectivement, qui était écrit dans la liberté, quoi. Donc, voilà, cette légende de dire que la restriction crée l'imagination, c'était pour dire juste cette expérience-là. Et donc voilà, mais ce qui a transformé, disons, le visage en fait de l'édition à l'extérieur du pays, à mon avis, c'est vraiment les livres électroniques, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer les livres, qu'on puisse les lire sur les tablettes, sur les ordinateurs, etc. Ça a été en même temps à peu près que la révolution des réseaux sociaux, c'est-à-dire ça a vraiment commencé en 2009, 2010, 2011. Et pour nous, en tout cas, comme éditeurs, le fait de pouvoir publier des livres qui peuvent pas être publiés à l'intérieur du pays, que ce soit par des écrivains à l'intérieur ou à l'extérieur, et de pouvoir le renvoyer là-bas, le renvoyer en Iran, ça a été vraiment une très très grande révolution. Et donc voilà, ce salon du livre non censuré, on l'a créé il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, en fait, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un grand salon du livre tous les ans au mois de mai à Téhéran, que les Iraniens connaissent très bien parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire où on découvre des auteurs, on découvre des livres, on se promène pendant des jours et des jours, on flâne. Et finalement, ça, on l'avait pas à l'extérieur du pays, alors que je pensais, pour moi, c'était clair que la vraie littérature était justement là. C'est-à-dire la vraie littérature était celle qui n'était pas censurée et on devait avoir une telle expérience. Donc, comme on n'avait pas les mêmes moyens qu'en Iran et que comme on n'était pas en Iran de toute façon et que la diaspora iranienne était, comme d'autres diasporas, très, très éparpillée, nous, on a décidé de faire un salon du livre de Téhéran, mais non censuré. C'est-à-dire, on l'a appelé Salon du livre de Téhéran, non censuré. On le fait exactement à la même période où il y a le salon du livre de Téhéran en Iran. On ouvre le même jour et on ferme le même jour. Et la seule différence, c'est qu'en fait, on réunit tous les éditeurs justement qui publient sans la censure. On loue des camionnettes, on met nos livres non censurés à l'arrière des camionnettes et on va de ville en ville à la rencontre en fait des gens. Donc on organise des salons du livre comme ça, parfois à l'air libre, parfois à l'intérieur des théâtres, parfois dans les universités. Et les Iraniens viennent nous voir. On amène avec nous les auteurs, on amène avec nous en fait les personnes qui ont travaillé sur l'édition des livres. Et voilà, donc cette année, en fait, j'y reviens puisque c'était au mois de mai jusqu'au début du mois de juin. Et on a fait 17 villes, c'est-à-dire on est parti en fait de Londres, on a fait toute l'Europe et on est monté jusqu'à Oslo. Et effectivement, ce sont ce genre d'événements, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle effectivement la résistance. Et le fait aussi que les gens viennent à la rencontre des livres, le fait que les gens viennent demander des signatures, etc., qu'on puisse organiser justement des rencontres avec des Zooms à l'intérieur du pays, c'est vraiment une résistance culturelle qui est très importante à mon avis. Oui, pour moi, il y a vraiment tout un mouvement de remonter à la surface et de remettre sur la place publique parce que en Iran, il y a vraiment toujours eu ce sentiment entre, tout à l'heure tu en parlais un petit peu, entre la sphère privée où tout est possible, où tout est et un peu cette société duplice où à l'extérieur on montre un visage et on montre un autre visage à l'intérieur.
Par exemple, il y a 15-16 ans, on avait découvert qu'il y avait des groupes de rock qui jouaient en Iran dans les caves. On découvrait ce genre de choses. Et en fait, vraiment, le phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ça remonte à la surface. On l'a vu, moi je l'ai vu aussi dans le domaine de la presse. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Courrier International, où mon travail c'était de traduire la presse iranienne et ce que disaient aussi les Iraniens sur avant les réseaux sociaux, les blogs, etc. C'est vrai qu'avant on a eu tout un printemps de la presse, un peu sous Khatami, où les journalistes ont commencé à pouvoir écrire des choses. Ça s'est assez vite refermé, mais c'est un peu comme si déjà la boîte de Pandore avait été ouverte. Et les Iraniens, qui sont toujours très débrouillards sur Internet, dès le départ, très débrouillards sur Internet, ont commencé à écrire en persan, des blogs, à s'exprimer. Et aujourd'hui, ce mouvement, il se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est pas anodin non plus de voir des affiches qui sont partagées sur des créations artistiques, des affiches, des tweets, des petites choses, la photo d'un graffiti sur un mur. Ce sont pour moi déjà des actes qui montrent justement cette société souterraine qui a décidé cette fois-ci, qui remonte à la surface et qui, j'espère, est inarrêtable. Qui continue. Est-ce que peut-être s'il y a quelques questions? D'abord, merci. C'est franchement passionnant. On aimerait vous écouter, discuter avec vous longtemps. Moi, je m'appelle Joëlle Bordet. Je suis chercheuse psychosociologue et j'anime un réseau international. C'est un petit réseau, mais de 60 chercheurs, artistes et psychologues, pédagogues dans 10 pays, dont la Russie et l'Ukraine, Israël et Palestine, le Sénégal, le Brésil, l'Italie, la France, pas l'Iran, malheureusement, le Portugal. Et j'avais envie de c'est vraiment avec les jeunes des quartiers populaires, entre 16 et 25 ans. Et donc, j'avais envie de vous entendre un peu plus sur cette génération, parce que nous, on a repéré effectivement dans nos travaux, parce qu'on fait des séminaires avec 110 jeunes de tous les pays, qu'il y a vraiment un effet générationnel sur la question démocratique. Et la recherche qu'on mène actuellement, elle s'appelle « De la colère à la démocratie ». Et voilà. Et donc, c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup que vous parliez un peu plus de cette génération, de leurs valeurs. Est-ce qu'il y a aussi des différences entre les jeunes des milieux populaires urbains, les milieux pas populaires de classe moyenne, et les jeunes ruraux? Et comment vous voyez cette évolution, et aussi comment les adultes se situent par rapport à cette génération à la fois ultra connectée, mais qui a aussi des vrais systèmes de valeurs. Par exemple, pendant le Covid, on a fait des correspondances entre jeunes, et je me rappelle de ce jeune Sénégalais qui a écrit un jeune Ukrainien: « Tu sais, mon frère, on est la génération Covid, c'est nous qui allons changer le monde. » C'est-à-dire il y a vraiment une revendication générationnelle, et ça, il faut vraiment l'entendre, parce qu'ils naissent au monde autrement. On est dans une vraie révolution du rapport au monde entre le territoire virtuel et le territoire présentiel. Donc voilà, j'avais envie de vous entendre un peu plus là-dessus, parce que je trouve ça super intéressant ce que vous disiez. Tinouche, tu as 4 heures. Je vais vous donner juste encore un exemple de théâtre, justement, ça sera intéressant. C'est que je me souviens en 2000, quand je suis venu en Iran, donc après avoir subi quand même la culture française avec tout ce qui va avec. Par exemple, il y a quelque chose qui est très marquant en fait dans les pays de l'Est, surtout beaucoup en Orient, c'est le rapport avec le plus grand, par exemple, les plus petits avec le plus grand, etc., ce genre de choses. Et ça et aussi le rapport, disons, entre le maître et l'élève, vous voyez. Ce qui fait que d'ailleurs, bon, c'est une analyse qu'on a très très souvent à propos de l'Iran, c'est que en Iran, pour que la société change, on a besoin finalement que les fils tuent leur père un peu de manière symbolique, mais que ça se passe pas. D'ailleurs, dans le genre nommé le livre des rois, dans notre mythologie, c'est le contraire qui se passe. C'est le père Rostam qui tue son fils. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est vraiment le symbole, quoi. Et il y a aussi toujours donc cette espèce disons de respect qu'on a envers le maître et qui est un peu aveugle comme respect aussi la plupart du temps, en tout cas dans ce que moi j'ai pu voir, et qui n'est pas fait uniquement parce qu'il y a vraiment du respect à avoir, mais aussi parce qu'on respecte pour être respecté après. On espère devenir un jour nous-mêmes le maître et qui sera pas remis en question.
puisqu'on ne remet pas le maître en question, on ne sera pas remis en question le jour où on sera le maître. Donc, on va obéir aujourd'hui pour demain être obéi. Donc, il y avait toute cette culture-là, effectivement, dans notre génération, en tout cas, dans ce qu'on pouvait voir. Et moi, je me souviens qu'en 2000, quand je suis entré justement dans le monde du théâtre, on a commencé à travailler, il y avait des écrivains qui étaient vraiment des espèces de grands Manitou du théâtre, etc. Personne n'osait les critiquer, personne n'osait dire quoi que ce soit. Si une personne par hasard, commençait à faire une petite critique quelque part, tout le monde lui tombait dessus. En fait, finalement, toute la société théâtrale lui tombait dessus. Et 10 ans plus tard, avec d'autres metteurs en scène, on a fait une petite conservatoire, en fait, comme le conservatoire dramatique ici en France. On l'a essayé au Théâtre de la Ville. On a choisi entre à peu près 500-600 jeunes acteurs iraniens entre 16 et 18 ans, pas plus, pour pouvoir les former pendant une année. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un spectacle ici avec Mina Cavani. Mina faisait partie en fait d'une des élèves qui avait été pris à l'époque au Théâtre de la Ville. Et c'était très intéressant pour moi, puisqu'on était une dizaine de metteurs en scène à travailler avec eux pendant toute l'année. Et je voyais pour la première fois que eux, en fait, ils n'avaient pas du tout cette espèce de rapport. Quand on leur disait lisez un tel, etc., ils disaient mais non, pour nous c'est pas intéressant, c'est une langue morte, ça nous parle pas, etc. Ce qui ne serait jamais arrivé vraiment 10 ans plus tôt. Donc on voyait vraiment effectivement cette espèce de différence, c'est-à-dire que il y avait une volonté de remettre le pouvoir en place. Alors, ce qu'on appelle la crise d'autorité parfois ici, sous d'autres formes, mais vraiment de remettre ce pouvoir qui était dictatorial, qui venait du père à la maison et qui continuait par d'autres voies sur le maître et sur le pouvoir en place, de le remettre en place effectivement et de pouvoir avoir d'autres valeurs. Et c'est vrai que sur les dernières années, on l'a tous constaté que la nouvelle génération, d'ailleurs, avant que cette révolution-là ne soit vraiment en marche, ils avaient même une mauvaise réputation. Je me souviens qu'on disait les gens qui sont nés dans les années 2000 ou 2005, etc. Tout le monde disait oui, c'est une génération qui est déchirée, c'est une génération qui ne se contrôle plus, etc., etc. Et la plupart des gens dans la société étaient pessimistes par rapport à cette génération-là. Et quand il y a eu cette révolution, effectivement, Femme, Vie, Liberté, on les a vus effectivement sortir, on les a vus sortir des slogans incroyables, des slogans très culottés, mais aussi bien réfléchis, bien sentis en tout cas, très bien sentis pour l'époque. Les gens se sont dit, c'est cette génération-là qui est finalement sortie de là et qui a pu effectivement faire des miracles, quoi, qui a pu changer la société. Comme Femme, Vie, Liberté, par exemple, vous voyez, c'est-à-dire apporter des slogans comme ça, ou même, alors je pourrais vous en donner d'autres, même des slogans très impétueux, vous voyez, des slogans très insolents, qui même c'est-à-dire avec des gros mots qu'ils utilisaient et qui retravaillaient en poèmes, etc., qui a choqué même beaucoup de gens, même dans la société, même des gens qui étaient des opposants. Mais cette génération-là n'en avait rien à faire finalement. C'est-à-dire cette génération-là disait, voilà, on est venu pour changer les choses, vous avez essayé plein de trucs, vous avez essayé les réformes, vous avez essayé de vous arranger avec le système, nous on ne peut plus s'arranger avec le système. Et effectivement, en tout cas dans la partie artistique, dans la partie, disons, littéraire, sur laquelle j'ai une expérience avec les gens en Iran, moi, je ne vois pas tellement de différence, finalement, dans cette espèce d'impertinence, disons, dans la nouvelle génération, entre ceux qui sont d'un milieu rural ou ceux qui sont d'un milieu urbain. Quand les événements sont survenus, moi, j'ai travaillé sur pas mal de documentaires en fait pour les télévisions françaises. On a interrogé énormément de gens de manière anonyme, mais effectivement beaucoup dans les villages, beaucoup dans les petites villes, mais aussi dans les grandes villes. Et finalement, on voyait que l'état d'esprit en fait de ces jeunes qui sortaient dans la rue tous les jours et qui risquaient de se faire trouer la peau était le même. Ils avaient les mêmes aspirations. Peut-être qu'au point de vue économique, c'était pas la même chose. Peut-être qu'effectivement, même au point de vue, disons, d'instruction, c'était pas exactement la même chose, mais en tout cas, ils avaient les mêmes aspirations. Et il n'y avait pas tellement de différence. C'était par rapport à cette expérience. Des questions ? Il y avait madame et après Agnès. Merci beaucoup, c'était très passionnant. J'ai une question, Madame Barabi, à vous poser. Depuis 1906, révolution constitutionnelle, les Iraniens sont en révolution. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de révolutionner. Comment vous situez cette révolution par rapport à d'autres
précédentes? Comment vous les différenciez? Et finalement, je vous trouve tous les trois assez très optimistes, sachant que le maximum de personnes qui étaient dans la rue, c'était 50 000, au plus haut des manifestants. L'Iran est 86 millions d'habitants. Autant optimisme vient d'où? Je sais que la situation est très fragile, tout peut changer à tout moment, mais l'issue est incertaine, à mon avis. Enfin, je vois comme ça. Mais quand je vous vois, je suis enchantée, autant optimiste. Comment vous trouvez cet optimisme et comment... Parce qu'on a assez fait la révolution et ça donne ça. Autant de révolutions, finalement, on est là où on est. Peut-être c'est la fin de l'Iran même, je suis si pessimiste. Mais je vous fais confiance à vous. Mais comment vous vous situez? Je suis d'accord que c'est assez culturel, oui, mais comment vous le trouvez autant optimiste? Merci beaucoup. En fait, l'espoir, c'est le... Vous m'entendez? Non. Non? Ah voilà, c'est bon. L'espoir, c'est le moteur. Sans l'espoir, rien ne fonctionne, rien ne marche. Oui, c'est vrai. Depuis, non seulement depuis 1906, on est en révolution, depuis des siècles, on est en résistance. J'adore ce mot parce que c'est vraiment le mot-clé pour connaître la culture iranienne, la culture persanophone. Au XIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle, au IXe siècle, il y avait des envahissements après l'envahissement. L'ébranlement après l'ébranlement, le bouleversement après bouleversement, d'une révolution à l'autre. Donc, et pendant tous ces siècles, la langue persane est restée intacte, la culture persane est restée intacte. Évidemment, la politique a changé, a modifié pas mal de choses. Mais ce qui est très important, c'est à mon avis, de savoir, c'est que dans l'échelle d'historique, 40 ans, c'est pas grand-chose. Malheureusement, on est tombé dans cette parenthèse. Mais par exemple, pour qui connaissent un peu l'histoire de l'Iran, on dit qu'au XIIIe siècle, il y avait l'envahissement des Mongols sous conduite de Gengis Khan. Et ça, après 40 ans, c'était la dynastie Ilkhani qui ont arrivé et ils ont un peu restauré tout ce que les Mongols ont détruit. Ils ont détruit des villes, ils ont engendré des exils très, très, très larges, nombreux, des écrivains, des poètes. Ils ont quitté le pays. Ils ont aveuglé plusieurs personnes des différentes villes et villages. Et 40 ans après, c'était les Ilkhaniens qui sont arrivés. Ils ont un peu rattrapé. Donc c'est la miniature persane, ça vient de cette époque-là. Mais ces 40 ans dont on parle, l'envahissement de Gengis Khan, enfin les Mongols et les Ilkhani, ça a duré quarantaine d'années, soixantaine d'années, personne n'en parle. Donc 60 ans, on a passé 43 ans déjà. Donc ça veut dire que dans l'échelle de l'histoire, même regardant la Révolution française, depuis le jour, avant-hier, depuis 14 juillet, jusqu'au moment où vraiment la démocratie est installée, c'était pas comme ça. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, plusieurs générations. Mais l'espoir, c'est le moteur. Parce que si je préfère vraiment de faire confiance à l'histoire, même si peut-être pas forcément pour moi et ma génération, et peut-être même pas pour mon fils, mais dans l'avenir, il y a vraiment l'apprentissage de la démocratie qui sera au rendez-vous. Je suis profondément optimiste. Au début, je disais, je suis naïvement optimiste. Et petit à petit, je me suis aperçue que c'est pas du tout. J'ai enlevé l'adverbe naïvement et je l'ai remplacé par profondément optimiste.
alors juste un petit mot. Oui, effectivement, l'optimisme. Peut-être l'optimisme vient du fait, effectivement, que quand notre travail, c'est le travail culturel, on est obligé d'être tous les jours en contact avec des gens qui réfléchissent la société iranienne en Iran, avec des gens qui la vivent, qui veulent le retranscrire dans des romans, dans des fictions, dans des non-fictions. Et on voit en fait comment la tournure en fait des idées. On voit comment est-ce que les idées se recréent. Comment est-ce qu'il y a une révolution déjà dans les esprits. Moi, je pense que la vraie révolution, tout d'abord, elle se fait dans les esprits. Effectivement, 1906, c'est une année importante parce que il s'est passé quelque chose dans l'esprit, en fait, des gens. Même 79 est important parce que il s'est passé quelque chose dans l'esprit des gens qui ne voulaient pas continuer, en tout cas, une grande partie ne voulait pas continuer les problèmes qu'ils avaient avant, la censure qu'ils avaient avant, etc., le manque de liberté qu'ils avaient avant. Mais effectivement, la révolution, ça vous savez, hein, c'est pas, on en a d'autres exemples, hein, la révolution française, la révolution russe, etc. Elle mange ses propres enfants déjà et après elle tourne vers d'autres parties. Mais ce que vous disiez, 50 000 personnes, il faut remettre les choses en place, hein, parce que les rues de Téhéran, c'est pas les rues de Paris. 50 000, dis donc, 50 000 personnes. Bien sûr, non, mais pas que Téhéran, l'Iran. 50 000 personnes qui sortent, alors que chacun sait qu'en mettant 2 pieds en avant, c'est une balle dans la tête. C'est pas comme les émeutes ici en France où on se prenait des coups de bâton, mais là c'est des balles dans la tête que vous prenez. Pour moi c'est impressionnant. S'il y a 50 000 personnes qui partent, c'est qu'il y a 50 millions derrière. Vous pouvez être sûr, parce que n'importe qui n'a pas le courage de descendre dans la rue. C'est-à-dire que face à un régime de dictature qui est aussi horrible, je pense que là sur ces dernières années, les observateurs ont vraiment réalisé que c'était vraiment un des régimes les plus cruels qui pouvait exister par rapport à son propre peuple. Il y a très très peu d'expérience. Comment ? Bien sûr. C'est de pire en pire. Exactement. Tout à fait. Mais vous voyez que dans les... Comme ça, gentiment, sinon on n'était pas là. Bien sûr. Donc, il faut penser qu'on a 7 millions au moins qui leur survie dépend de ce régime. Qu'est-ce qu'on va faire avec 7 millions ? C'est-à-dire dans vos calculs, dans nos calculs, doit les considérer. Mais calculez combien de personnes vivaient aux dépens du régime du Shah. Et ça s'est détruit quand même. Ça a pris 8 mois. Ouais. Ok, on va peut-être pas faire toute l'histoire de l'Iran, donc on va prendre la dernière question et puis on va continuer. On va se dire au revoir. Je me déporte un petit peu, mais je rebondis un petit peu sur cette question de l'élan. En fait, l'optimisme n'est pas naïf parce que c'est je dirais une méthode peut-être, qui n'est pas une croyance, mais qui est un point d'appui du mouvement lui-même. Et je reviens à partir de ce point sur quelque chose que vous avez évoqué à plusieurs reprises, mais j'aimerais beaucoup, si on pouvait insister là-dessus, de votre regard, de metteur en scène, d'éditeur, etc. Est-ce que vous avez des observations, des choses à nous dire sur ce qui fait l'élan créateur par-delà la censure, à travers la censure, pas seulement quelle est la qualité des manuscrits qui ne sont pas publiés, comme vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous observez dans les productions, dans la matière de langage elle-même, ou dans l'invention des œuvres actuellement ? Moi je suis très très sensible à la question de... plus que du franchissement, peut-être du détour. Est-ce que ça donne quelque chose d'autre ? Voilà, c'est une question. En fait, par exemple, pour écrire sous censure, en Iran, les écrivains connaissent bien... Je ne suis pas vraiment éditrice, je suis plutôt écrivain. Donc j'ai écrit en Iran et ici aussi, en français. Mais en Iran, tous les auteurs connaissent les règles du jeu pour éviter certaines formes de filtrage. Par exemple, il y a une sorte de pacte tacite entre l'auteur et le lecteur, qu'on n'écrit pas, mais il va le lire. Dans le sens que si l'auteur écrit, il a pris quelques pistaches et il a levé son verre, l'auteur sait que dans le verre, il y a de l'alcool.
parce qu'on prend l'alcool avec des pistaches. Donc il y a des codes quand même. Il n'a pas cité ni le whisky ni le vin parce que ça sera censuré, mais il a donné les codes pour que son lecteur puisse continuer le travail de l'imagination de l'auteur. Donc, ce qui existait chez les Russes, chez les Turcs, c'est les Chinois. Donc, malheureusement, chacun trouve les règles comme ça. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que le travail de langage, la littérature est plus fort que le pouvoir des censeurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un énorme corpus poétique qui sont publiés en Iran, qui sont traduits en français, qui continuent. Donc la poésie, c'est vraiment une sorte d'arme pour détourner. Et c'est pas pour rien, c'est pas du tout par hasard que la poésie persane, la classique et même contemporaine, et ça continue toujours, était toujours très enracinée dans la culture iranienne parce que la censure était toujours la bande-son de la littérature persane. Depuis le IXe siècle, la censure existait sous différentes formes, différentes règles du jeu. Et c'est pour ça que la poésie a été épanouie pour contourner toutes ces contraintes. Donc, non, la littérature est vraiment très, très fort que leur pouvoir. Et ça continue. Choses qui sont modifiées pour vous. Vous êtes écrivaine et autour de l'acte d'écrire, de l'élan créateur, est-ce que vous pouvez témoigner de quelque chose qui est à l'œuvre de différent chez vous depuis ce mouvement-là? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'écrit pour vous? Depuis ce mouvement de mois de septembre. Oui. En fait, peut-être une chose qui est que quand j'ai échangé avec les amis écrivains, on a un peu mal à écrire des fictions depuis le mois de septembre. Ça veut dire que la réalité est tellement romanesque dans le sens tragique qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer. Donc pour l'instant, on ne peut pas écrire. On écrit tous, mais ce sont des articles, des correspondances. Mais pour créer la littérature, il faut vraiment le temps et du recul. Je pense qu'on peut remercier tout le monde. Je vous invite à... tu peux peut-être donner les indications pour ta librairie, pour les gens qui seraient intéressés pour lire des ouvrages sur l'Iran. Oui, donc voilà. Alors la librairie s'appelle Perse en Poche, la librairie Perse en Poche. On est à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris, d'ailleurs, qui est un peu l'arrondissement où, enfin dans ce quartier-là, en tout cas, il y a beaucoup de commerce iranien, etc. C'est dans cette librairie-là qu'on publie également donc ces livres qui sont censurés en Iran, qu'on essaie de les traduire pour pouvoir les publier en français. Et donc après, en fait, disons les événements qu'il y a eu dès les premières semaines, on organise toujours chaque semaine, en fait, en fin de semaine, des débats qu'on appelle les débats d'avant la chute, où c'est une espèce d'agora où on invite en fait les gens à venir s'asseoir tout autour en fait et de parler, de discuter de ce qui va se passer en Iran, des notions en fait auxquelles on est confronté, comme justement la démocratie, la liberté, etc. Et donc il y a des discussions très très intéressantes. Il faut savoir qu'un pays qui a vécu énormément de temps dans la dictature, déjà une des choses qu'il doit réapprendre, c'est le débat, quoi. C'est de pouvoir discuter, pouvoir donner des arguments, ne pas trop s'énerver, ne pas prendre ça personnellement. Et donc, à la suite aussi de ces débats d'avant la chute, on a publié en fait une revue que là maintenant on publie tous les 2 mois. Au début du mouvement, donc dès les premières semaines du mouvement, on le publiait toutes les 2 semaines. Et c'était en fait, ça s'appelait Les Cahiers d'avant la chute. C'était en 3 langues, persan, français et anglais. Et on écrivait au jour le jour ce qui se passait en Iran. C'est-à-dire que puisque pendant toutes ces révoltes dont on a parlé, il n'y a jamais eu vraiment de revues, puisque à l'intérieur du pays c'était censuré et qu'à l'extérieur il n'y en avait pas non plus, de revues qui puissent inscrire l'histoire, relater au jour le jour de la plume même des écrivains, des intellectuels, au jour le jour ce qui se passe en Iran. On a créé ça et effectivement donc les revues existent, vous pouvez aller sur internet et taper les revues d'avant la chute et voilà, donc on est dans le 15e arrondissement. Et juste vous inviter aussi à lire le très beau roman de Nassim Vahabi qui s'appelle « Je ne suis pas un roman ».
et qui a obtenu, je crois, le prix Sciences Po, c'est ça ? Oui. Prix Sciences Po cette année, qui vraiment raconte, je trouve, à merveille ce système de censure. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de vous être déplacés nombreux ce matin pour nous écouter. Merci. Merci.